Voilà, nous retrouvons Patricia Coste en direct de Goma. Patricia, à vos côtés se trouve ce soir le porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, Monsieur Moutsis. Est-ce que l'on pourrait demander d'abord à Monsieur Moutsis si finalement les accusations que l'on commence à porter contre le HCR, qui dépend directement des Nations Unies, accusations selon lesquelles vous seriez, Monsieur Moutsis, intervenu beaucoup trop tard? Je crois que les accusations ne sont pas vraiment justes. À notre opinion, on est déjà ici sur place à Goma. Ça fait 3 mois avant les arrivées de réfugiés. On avait déjà provisionné 1,5 million de l'assistance sur place pour aider dans cette crise d'opération humanitaire. Mais il faut vraiment comprendre que cet exode d'un peuple était vraiment beaucoup plus grand de ce qu'on avait prévu. À ce moment-là, nous avons déjà 2 millions de réfugiés qui sont sortis de Rwanda. Il y a déjà 1,5 million de Burundais on est en train d'assister, et encore 2 millions de gens qui sont en route. Alors je vois que déjà on est sur place, nous avons notre équipe d'urgence en train d'assister, on a déjà l'équipe, le site qui sont préparés, et je peux vous dire qu'on travaille 24 heures sur 24 heures pour faire le mieux qu'on peut faire pour assister ces gens immédiatement. Oui, mais pourtant, ces réfugiés sont arrivés il y a 8 jours, et qu'est-ce qu'ils ont reçu depuis 8 jours? Depuis 8 jours, le plus important, c'est d'abord d'identifier le site, là où les gens ils sont bougés du site. Identifier les sites. Avoir de l'eau. L'eau, c'est vraiment impossible pour donner à ces gens-là ici. Et puis, le point aérien a déjà commencé avec 2 avions qui arrivent et 2 camions qui viennent de la région. Et pourtant, les constatations sont unanimes. Ces gens que l'on vient de voir atteints du choléra meurent sans soins. Il n'y a rien. On a l'impression que le HCR n'était pas prêt. Il faut peut-être quand même prendre une part de responsabilité. Je crois qu'on n'était pas prêt pour réagir et avoir un tel chiffre énorme. On n'a jamais fait de préparation pour 1 million de réfugiés ou 2 millions parce qu'on n'a jamais pensé qu'on aurait avoir un énorme exode comme celui-ci. Mais Monsieur Moutsis, vous m'entendez? Tous les gouvernements, et notamment le gouvernement français par la voix d'Alain Juppé, et tous les observateurs sur place prévoyaient qu'il y aurait plusieurs centaines de milliers et vraisemblablement aux alentours de 2 millions de réfugiés. Et vous n'étiez pas au courant? Nous, on était très bien au courant qu'il y a des gens qui étaient en route, mais on n'a jamais pensé qu'on aurait 2 millions de gens de sortir. Il faut aussi penser au financement de cette opération. Si le gouvernement du monde ne va pas décider pour mettre à notre disposition des fonds pour pouvoir réagir et assister de 2 millions, 4 millions de gens tout de suite, immédiatement, je crois que c'est impossible pour les organisations humanitaires de prépositionner de l'aide dans tous les pays voisins, justement en cas. Je voudrais, vous restez avec nous, Monsieur Moutsis. Nous allons voir précisément ce qui est en train de se passer en France. La Croix-Rouge vient d'adresser une lettre à 5000 entreprises françaises pour leur demander de financer précisément cette aide aux réfugiés rwandais. Les initiatives commencent à se multiplier dans un contexte de polémique. Les associations humanitaires et les gouvernements, en quelque sorte, se renvoient la balle. Enquête de Carole Comon et Éric Gerbert. L'urgence porte plus que jamais un nom, toujours le même, Rwanda. Expédier des couvertures, mais aussi des tentes et du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires, qui réfutent l'accusation de mobilisation tardive née à leur encontre ces derniers jours. On est sur le terrain depuis, comme je dis, plus d'un an déjà, donc on a dû sortir dû à les risques que représentait y rester, et on est revenu aussitôt que c'était les conditions de sécurité suffisantes pour revenir. On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, d'enfants, femmes et hommes, comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut bien vous dire que ces populations bougent tout le temps et qu'il faut pouvoir s'installer une logistique, des centres de renutrition, et ça ne s'improvise pas. Pour ou contre l'opération turquoise, le débat a longtemps divisé les organisations humanitaires. Un désaccord que tous préfèrent maintenant oublier pour tenter d'intervenir au plus vite et de limiter l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ça sera trop tard. C'est évident. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il en reste de toute façon un énorme chiffre, enfin, c'est quelque chose de gigantesque, c'est un afflux comme on n'en a jamais vu, et que par rapport à cela, il faut qu'on continue à se mobiliser et très rapidement et à intervenir très très vite. Devant l'urgence, la plupart des organisations humanitaires manquent cruellement de moyens humains comme financiers et lancent aujourd'hui des appels, comme Médecins sans frontières par exemple, qui cherchent des médecins disponibles 3 mois pour partir au plus vite au Rwanda.
Monsieur Moutis, est-ce que la solution finalement est humanitaire et seulement humanitaire? Est-ce que vous pouvez faire face aujourd'hui? Non, la situation vraiment est hors de question, hors de contrôle. Et la réponse n'est pas seulement humanitaire. Il faut vraiment avoir une solution politique. Il faut avoir la paix à Rwanda. La seule solution pour cet exode, c'est d'avoir de la paix et avoir tous les réfugiés rentrer dans leur pays. Merci beaucoup Patricia d'avoir été en direct avec nous depuis Goma, à la frontière entre le Zaïre et le Rwanda. Le gouvernement français a envoyé des émissaires à Kigali, la capitale rwandaise, pour établir le dialogue avec le nouveau gouvernement en place. Il s'agit en fait de négocier un accord politique pour que les réfugiés qui s'entassent au Zaïre puissent petit à petit rentrer chez eux, ce qui apparaît ce soir comme la seule solution pour tenter d'éviter une catastrophe encore plus grande. Dans le conflit de la pêche maintenant, on continue de compter les points entre la France et l'Espagne. Cette fois, c'est un chalutier espagnol, je vous le disais hier soir, qui a été intercepté par la marine française dans le golfe de Gascogne et qui a été ramené à Lorient. L'armateur du Francisco y Begoña a été interrogé toute la journée et les gendarmes ont découvert de fausses cales dans le chalutier, cales dans lesquelles était caché du poisson plus petit que les normes européennes. À Lorient, la journée suivie par Thierry Chauffour et Gabriel Camila. Monsieur Burgoa n'est pas très loquace. La seule personne avec qui l'armateur du Francisco y Begoña accepte de s'entretenir, c'est le consul d'Espagne venu en toute hâte assister à l'audience du tribunal de grande instance de Lorient. Et selon vous, est-ce qu'il y a un rapport entre le retard de la Gabrielle et puis ce qui se passe ici? J'espère que non. C'est ma conviction qu'il n'y a pas qu'un rapport, qu'un lien entre ces deux faits. Il y avait une voie d'eau, il paraît, dans la Gabrielle, n'est-ce pas? 6 heures ce matin, le Francisco y Begoña entre dans le port de Lorient. Il est encadré par 2 bateaux de la Marine nationale. Ce chalutier espagnol a été arraisonné hier au large de Belle-Île. Après 4 heures d'inspection, les fonctionnaires des affaires maritimes ont constaté plusieurs infractions. Au cours d'un contrôle de routine, nous avons trouvé ce chalutier qui, à notre arrivée, a coupé son chalut. Nous sommes montés à bord, nous y avons découvert une cache réfrigérée dans des réservoirs à eau. Nous avons été obligés de forcer l'ouverture de cette cache et nous avons trouvé à l'intérieur du petit poisson et une chaussette, c'est-à-dire une chalut non réglementaire. Ce filet, le voici. L'émail n'excède pas 20 mm. Le minimum autorisé par la législation européenne est de 65 mm. Ce matin, sur le port de Lorient, les pêcheurs français ne cachaient pas leur satisfaction. Ils sont souvent en infraction, c'est fréquent de toute façon. Puis quand ils sont quelque part, ils ont tendance à se regrouper, puis on n'a plus qu'à s'en aller. C'est quand même inadmissible de toute façon. Mais je ne pense pas que c'est la bagarre entre nous qui va arranger les choses. C'est aux deux gouvernements de trouver un accord où on puisse travailler tous correctement, sans s'arrêter de se battre comme ça. En France, on ne veut voir aucun lien de cause à effet entre le Francisco y Begoña et la Gabrielle. Depuis janvier, 5 chalutiers espagnols ont ainsi été arraisonnés et jugés à Lorient. Oui, le tribunal correctionnel de Lorient vient de condamner le patron donc, de ce chalutier, le Francisco y Begoña, à 530 000 francs d'amende à verser aux autorités maritimes, mais également aux organisations de pêcheurs. Alors les pêcheurs espagnols parlent bien évidemment ce soir de représailles. La Gabrielle qu'ils ont rendue hier soir et qui devait être restituée aux autorités maritimes françaises dans la journée, a été obligée de revenir dans un port de Galice à cause d'une voie d'eau dans la coque du bateau. Un incident technique donc, mais le chalutier devrait reprendre sa route vers les lieux dans les heures qui viennent. Ce nouvel incident entre pêcheurs semble inciter désormais la Commission européenne à trouver une solution définitive au problème des fameux filets dérivants. Enquête à Paris et à Bruxelles de Jean-Yves Perrin. Les voilà, ces fameux filets de la discorde, ceux qu'on appelle filets maillants dérivants. Les Français les utilisent depuis 1987 pour pêcher le thon blanc. Jusqu'à l'an dernier, ces filets pouvaient mesurer plusieurs kilomètres. Mais depuis cette année, le règlement européen est strict, pas plus de 2,5 km de long, interdiction formelle de mettre plusieurs filets bout à bout. Principal reproche de leurs opposants, écologistes en tête, ces filets ne sont pas assez sélectifs et prennent aussi des dauphins qui meurent noyés dans ce que les pêcheurs espagnols appellent les murs de la mort. Les Espagnols, eux, pêchent toujours à l'ancienne, avec des lignes à la traîne et même des cannes et des appâts vivants. Une méthode traditionnelle beaucoup moins productive que le filet maillant. Avec 10 fois plus de bateaux, 20 fois plus de marins, la flotte espagnole pêche seulement 4 fois plus de thon que la française. Tout oppose donc ces deux techniques et la Commission européenne aimerait bien supprimer l'utilisation des filets maillants à partir de 1998. Les filets maillants dérivants
sont dangereux à la fois pour des espèces que l'on ne veut pas capturer, telles que les dauphins ou les tortues, et d'autre part, ils appauvrissent rapidement les ressources qui sont déjà limitées. Ce que nous envisageons dans notre proposition, c'est la reconversion de la flotte française. Si effectivement il y a certains navires français qui sont équipés de moyens supérieurs à ceux qui sont permis actuellement, nous envisageons que nous puissions reconvertir ces bateaux. Pour les reconvertir, nous sommes prêts à consentir des aides communautaires. Mais la Commission propose et les États décident. Pas sûr que le gouvernement français laisse passer cette suppression. Elle aurait des conséquences économiques et sociales trop importantes pour certains portonniers, ceux de l'Île-Dieu par exemple. Sur la route des vacances, une grave collision ce matin sur l'autoroute A6 près de Mâcon, une collision qui a provoqué d'importantes difficultés de circulation toute la journée. Collision entre un camion-citerne et une voiture de tourisme. 8 personnes ont été blessées. À Aix-en-Provence, les contrôleurs du trafic aérien pour tout le sud-est de la France, mais également pour le trafic vers l'Italie et une partie de l'Espagne, ont décidé une nouvelle fois de se mettre en grève. Ils protestent contre le manque d'effectifs. Grève à partir de demain vendredi et jusqu'à dimanche. Les perturbations devraient être importantes. L'enquête de Sébastien Vibert. Le mouvement de grève va durer 3 jours. Il commence demain à l'aube, 6h30, pour se terminer dimanche soir, 20h. Tout le trafic aérien du sud-est de la France sera perturbé. D'abord, pour les avions venant du nord ou du sud de l'Europe et qui ne font que passer au-dessus du sud-est de la France, il ne devrait y avoir qu'un survol sur 2 d'assurés. Ensuite, Air Inter annule 60% de ses vols en provenance ou à destination du sud-est, et notamment la Corse, très perturbée, Nice, Toulon, Marseille, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand. Par ailleurs, Air Inter ne devrait assurer aucune liaison entre Marseille, Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille. Air France, de son côté, réduit ses vols entre Paris et Nice. Mais pour les autres destinations françaises, pour le Maghreb et l'Europe, vous ne devriez pas trop souffrir. En tout cas, si vous comptez prendre l'avion malgré ces turbulences, vous avez tout intérêt à téléphoner à votre compagnie pour vérifier votre réservation. Le chiffre du commerce extérieur de la France pour le mois de mai, un excédent de 7,57 milliards de francs. C'est en légère baisse par rapport au mois d'avril. Signe positif d'une reprise économique attendue, le montant des exportations, 107 milliards de francs, un chiffre qui est très supérieur à la moyenne des 18 derniers mois. Édouard Balladur a présidé ce matin les cérémonies commémoratives de l'écrasement du maquis du Vercors. Il y a 50 ans, jour pour jour, nous allons entendre le sujet de Thierry Curté. Présidé à l'inauguration ce matin du mémorial de la Résistance. Voilà, nous revenons sur ce plateau. On va recaler tranquillement le sujet de Thierry Curté, donc sur la visite de M. Édouard Balladur pour ces cérémonies du cinquantenaire de l'écrasement du maquis du Vercors. Thierry Curté était sur place ce matin. Édouard Balladur n'aurait dû avoir qu'un second rôle aujourd'hui. Mais François Mitterrand hospitalisé, c'est lui qui présidait à l'inauguration ce matin du mémorial de la Résistance du Vercors. 840 Français sont tombés en juillet 1944 pour avoir proclamé la République du Vercors libre. Le Premier ministre, venu aussi expliquer la loi d'aménagement du territoire aux montagnards, eut donc l'occasion de rappeler que sa politique de réforme ne se ferait que dans l'unité des Français et qu'en certaines circonstances, il fallait savoir faire taire ces différences. En certaines circonstances, il faut que nous soyons capables de nous souvenir d'abord de ce qui nous rassemble et de nous souvenir que nous sommes d'abord et avant tout les filles et les fils d'une même patrie. Édouard Balladur rappelle les valeurs fondamentales, bien sûr, mais il fait aussi un clin d'œil discret à ces élus régionaux de la majorité qui n'ont pas encore choisi leur camp en vue des combats politiques qui s'annoncent. Le 21 juillet 1944, quelques semaines seulement après le débarquement, les 4000 résistants du plateau du Vercors, qui attendaient l'arrivée des forces alliées, avaient subi une sanglante attaque des troupes allemandes. Évocation historique avec Philippe Boisserie et Dominique Bonnet. Depuis des mois, ils s'étaient retranchés dans leur forteresse rocheuse. L'euphorie du débarquement de Normandie les avait même poussés à décréter la République du Vercors. Et en ce mois de juillet 1944, les 4000 maquisards réfugiés sur ce plateau attendaient des renforts. Le plan montagnard leur promettait l'envoi en nombre de soldats alliés. À cette fin, ils avaient même construit une piste d'atterrissage derrière le village de Vassieux. Mais le 21 juillet, les avions étaient allemands, ils tractaient des planeurs. Le vent du sud aidant, ils ont encerclé le village
enfin tous les hameaux au côté nord de Vassieux. Et à ce moment-là, donc, les massacres ont commencé en fait. Les massacres ont commencé, on s'est tiré de tous les côtés. Les restes d'un épouvantable massacre, militaires, civils, femmes, enfants, sont relevés sans sépulture et portent presque tous des traces de tortures atroces. En quelques jours, tous les villages sont détruits, plus de 600 personnes massacrées. Les maquisards n'ont pas pu résister. Les quelques parachutages alliés de mitraillettes, de pistolets et de cornflakes n'étaient pas suffisants. Alors, l'état-major du maquis a télégraphié à Londres et à Alger. Vous êtes des criminels, vous êtes des lâches. Aujourd'hui, au regard de l'histoire, leur colère s'est estompée. Le général Patch a dit qu'il valait mieux sacrifier 1000 hommes au Vercors que si les 30 000 Allemands qu'on a retenus ici s'étaient trouvés sur les plages de Provence, il y aurait certainement eu 10 000 morts de plus au débarquement. Connus ou inconnus, tous ces maquisards se sont donc sacrifiés pour une victoire. Le débarquement en Provence, le 15 août. La libération, la liberté. François Mitterrand, qui n'assistait pas aux cérémonies en raison de son hospitalisation, pourrait quitter l'hôpital Cochin ce week-end. La décision définitive sera prise demain. À noter que dans le dernier sondage Louis Harris pour Valeurs Actuelles sur les élections présidentielles, Jacques Delors et Michel Rocard seraient largement battus au second tour par Édouard Balladur. Mais, et c'est là la nouveauté, Jacques Delors serait également battu par Jacques Chirac, 45% contre 55% des voix. Le président du RPR, qui doit gérer son image à l'aube de cette année présidentielle, a poussé un coup de colère ce matin contre le Nouvel Observateur, qui le montre à la une enjambant un tourniquet de métro pour illustrer un dossier sur les tricheurs. L'hebdomadaire plaide la bonne foi. Jacques Chirac dénonce, lui, le risque d'amalgame et pour le principe, il porte plainte. Jérôme Catala, Bernard Connor. Des visites comme celle-là, Jacques Chirac en fait souvent. Mais le 5 décembre 1980, pas de chance. Le système électrique est en panne. Alors, le maire de Paris va sauter comme tout le monde par-dessus le tourniquet. Les photographes s'en donnent à cœur joie. Le cliché est tellement réussi que le Nouvel Observateur décide 14 ans plus tard de l'utiliser. Seul petit problème, la photo n'a aucun rapport avec le dossier qu'elle est censée illustrer. D'ailleurs, il n'est pas du tout question de Jacques Chirac dans le cœur de l'article. Résultat, une plainte pour diffamation par amalgame. Vous regardez la couverture et vous voyez qu'on parle de la fraude dans un certain nombre de domaines, que Jacques Chirac est lui-même présenté dans une situation de fraude. Bien sûr, personne ne croit que Jacques Chirac fraude dans le métro, mais on croira volontiers qu'il est le symbole de cette fraude qui est dénoncée comme un phénomène national. Surprise au Nouvel Observateur, où l'on se défend de toute intention malveillante. L'hebdomadaire avoue simplement avoir parié sur le sens de l'humour de Jacques Chirac. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir diffamation. Il y a quand même il y a le droit à l'image, c'est sûr, mais il y a le droit à l'humour aussi. C'est une réaction de colère, je crois. Parce que vraiment, est-ce qu'on peut plaider coupable ou non coupable pour une chose comme ça? C'est un clin d'œil, encore une fois, c'est un gag. Cette photo est un gag qu'il a accepté lui-même. Mais le Nouvel Observateur n'a plus maintenant qu'à présenter ses excuses au maire de Paris et à lui proposer un droit de réponse approprié, sous peine de procès. Et ça, ce n'est pas un gag. Voilà, et sans tricher, le Parlement européen a lui finalement approuvé aujourd'hui la candidature du luxembourgeois Jacques Santer pour remplacer Jacques Delors au mois de janvier prochain à la présidence de la Commission européenne. Mais jusqu'au dernier moment, la plus grande incertitude a plané sur le résultat de ce vote. À Strasbourg, John Reichenbach et Sylvain Gauthier. Je ne me suis pas porté candidat, je l'ai dit, mais du moment que... Jacques Santer a dû batailler ferme pour s'imposer comme le successeur de Jacques Delors à la tête de la Commission. 4 heures de débat face à une opposition virulente de la majorité des groupes. Des travaillistes britanniques aux députés anti-Maastricht. Tous entendaient protester contre le secret qui avait entouré sa désignation. Et c'est justement parce qu'on vous aime énormément que nous-mêmes allons voter contre vous et qu'on va demander à tous nos collègues d'en faire autant. Mais l'Europe a évité de peu la crise institutionnelle. Grâce aux démocrates chrétiens, alliés d'un jour aux socialistes grecs, portugais et espagnols, la nomination de Jacques Santer a été approuvée de justesse, 260 pour, 238 contre. Il y avait un peu de mépris dans le propos de certains. En tout cas, il y a une majorité pour l'avoir soutenu. C'est une bonne chose. L'Europe n'est pas en panne. Il va y avoir un nouveau président de commission et je lui souhaite plein succès. Ce qui s'est passé aujourd'hui est positif. Le débat, l'attitude des uns des autres, et cette volonté clairement affirmée par ce Parlement, je dirais presque à l'unanimité, d'être reconnu comme un Parlement à part entière. Mais Jacques Santer n'est pas au bout de ses peines. Il devra faire passer son programme ici même au mois de décembre.
En Grande-Bretagne, le parti travailliste, le parti d'opposition, s'est choisi un nouveau chef, un jeune avocat de 41 ans, Tony Blair, qui succède à John Smith. John Smith était décédé subitement au mois de mai dernier. En Russie, on a déployé cette fois les grands moyens en direct à la télévision pour le retour au pays d'Alexandre Solzhenitsyn. L'ancien dissident soviétique est arrivé il y a un peu plus d'une heure à Moscou par le train. Il a été accueilli par le maire de la ville et Boris Yeltsin a déjà fait savoir qu'il souhaitait rencontrer le plus rapidement possible l'auteur de l'archipel du Goulag. Un exil qui aura duré 20 ans et pour son retour, 2 mois de voyage à travers une Russie qu'il a eu du mal à reconnaître. Reportage en Russie de Dominique Derda et Georges Janssen. Alexandre Solzhenitsyn est un hôte de marque que l'on reçoit avec faste. Yaroslav, sur les bords de la Volga, le dernier acte d'un périple de 2 mois à travers la Russie et avant son arrivée ce soir à Moscou. Les cheminots le saluent avec déférence, car c'est en train que Solzhenitsyn a choisi de parcourir le pays depuis Vladivostok. Certes en wagon spécial et en première classe, mais quand même. Lui qui est venu pour écouter, on le presse de questions, on lui demande un avis, un conseil, comme s'il pouvait faire des miracles. Ce n'est pas tous les jours que vient à Yaroslav un prix Nobel de littérature. Et Solzhenitsyn écrit, il noircit des pages et des pages des propos recueillis. Pourquoi nos retraites sont-elles aussi misérables? Pourquoi ne pas construire des monuments aux victimes de la répression? Et il répond, tout au long de ce voyage, j'ai vu de tous côtés tant de gens dans le besoin, tant de gens dans le malheur, tous ceux qui souffrent du manque d'argent et de moyens. Alors non, je crois que le plus urgent aujourd'hui, ce n'est pas d'ériger des monuments. En restant en dehors de la politique, au-dessus de la politique, dit son fils Ignat, on peut voir les choses telles qu'elles sont, on ne dépend de personne. On ressent les choses plus directement, et en ce qui concerne mon père, c'est ainsi qu'il perçoit la vérité. Alexandre Solzhenitsyn ne fera donc pas de politique, mais il entend bien agir, user de son influence, de sa notoriété, devenir, pourquoi pas, le porte-parole de tous ces anonymes rencontrés en chemin. Encore un mot de l'actualité à l'étranger. Un journaliste algérien a été assassiné dans le sud du pays la nuit dernière. Il travaillait à l'agence de presse algérienne l'APS. Au total, 15 journalistes ont été assassinés en Algérie depuis 1 an. L'Égypte, également confrontée aux actions terroristes des intégristes musulmans, connaît de grosses difficultés pour faire revenir les touristes dans le pays. Ils ont été 3 fois moins nombreux cette année que les années précédentes. Enquête en Égypte de Philippe Gassot. Sur les bords du Nil, on prépare le thé et l'on attend sans beaucoup y croire l'arrivée d'improbables touristes. Les felouks tirent sur leurs amarres qui devaient contribuer à des histoires d'amour. Seulement les amateurs de romantisme se font appeler désirés. C'est un peu la mort sur le Nil. Farouk et ses amis sont pourtant prêts pour la reprise. Il n'y a plus d'attentats contre les touristes. Cependant, les islamistes, et c'était le but de la manœuvre, auront laissé des traces. L'année dernière, pratiquement pas de touristes à cause des islamistes. Cette année, c'est mieux. La situation est stabilisée. En 1 an, l'industrie touristique égyptienne a vu son chiffre d'affaires diminuer de près de 50%. Il y a maintenant 5 mois qu'il n'y a plus rien à signaler du côté des islamistes. Cependant, les étrangers restent extrêmement méfiants. Les bateaux de croisière désarment Toker. À Aswan, plus rien à l'horizon, si le chômage. On a actuellement 10 clients. Et vous pouvez en accueillir combien? On peut en accueillir 160. Dans les grands hôtels, on avoue une baisse de 30%, le double pour le Club Med, et ici on ne comprend pas cette crainte qui plane. Nous avons toujours les mêmes soucis dans le monde entier. La chose la plus importante pour nous, la sécurité. Mais je crois que si nous sommes là en tant que Club Méditerranée, la sécurité est garantie. Je crois qu'ils font beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Cependant, le bruit a couru, les sons et lumières qui refusaient du monde ont vu fondre les participants comme neige au soleil, et du soleil il y en a. Les cartes postales ne se vendent plus, les dromadaires attendent le client, il y a pourtant des téméraires. On est tellement bien entourés, je crois pas que ça aurait été dans leur intérêt de nous faire débarquer dans un port ou dans une ville où il y avait vraiment des risques. Vous dites chez nous, c'est où chez vous? La Suisse. Alors vous voyez, c'est vraiment l'aventure, hein. On n'a pas vu de risque pour l'instant. Il y a moins de risques ici qu'en France. Les quelques optimistes amateurs de folklore sont souvent motivés aussi par la bonne affaire. Les agences de voyage tirent la langue, sauf
celles qui profitent de la situation. Ces jours-ci, on solde les voyages, spécialement avec l'agence des Griffes Tours en France, qui profite des bons prix. Avec les prix qu'on donne, tout le monde peut venir. Au bazar, le poumon économique de la ville, on prend son mal en patience, tout est tranquille. J'ai été très effrayée par mon agent de voyage, qui m'a déconseillé de venir ici. En fait, c'était un très mauvais avis. À l'ombre des mosquées, le gouvernement a donc employé les grands moyens pour rétablir le calme. Le seul endroit pour le moment où l'on risque sa peau de touriste, c'est dans l'invraisemblable circulation. Immense coup de bluff ou véritable révélation ethnologique, un explorateur français affirme avoir découvert en Nouvelle-Guinée, dans l'océan Pacifique, pas loin de l'Australie, une nouvelle tribu papou. Sa langue ne serait pas répertoriée, elle vivrait à l'âge de pierre, mais les scientifiques s'interrogent. Anne Poncinet. Il reste encore quelques taches blanches de zones inexplorées sur les cartes de certaines régions du monde. C'est le cas de la Nouvelle-Guinée indonésienne, pays des Papous. Et ces taches blanches, c'est la raison de vivre de Patrice Franceschi, profession explorateur. En 89 déjà, il était allé à la rencontre des Papous de l'Irian Jaya. Certaines tribus, plusieurs centaines, sont parfaitement connues, d'autres ne le sont peut-être pas encore, vivant dans les vallées difficilement accessibles de ce pays très montagneux. Lors de son dernier voyage qui s'est achevé hier, Patrice Franceschi affirme avoir rencontré des hommes dans une zone inexplorée. Après des semaines et des semaines de marche, avec des guides papous de plus en plus inquiets. Mais plus nous avancions, et ça a duré des mois, et plus nous apercevions que ces papous inconnus refusaient le contact. On arrivait dans des villages vides, les plantations étaient désertées, les pistes de chasse, il n'y avait personne. Et heureusement, à un moment donné, le 3 juillet, dans un de ces villages où il n'y avait toujours personne, ils ont accepté, à un moment donné, après une très longue attente, de revenir. Mais prudemment, deux guerriers qui sont descendus de la colline, qui sont venus contourner autour de nous. Immédiatement, j'ai essayé de montrer une fois de plus, comme on le faisait quand on ne les voyait pas, des signes d'amitié, multiplier les gestes de bienveillance. Et puis petit à petit, le contact s'est fait. Ils ont accepté d'approcher, on s'est touché, on a essayé de se parler. On n'y arrivait pas. Tout le monde avait peur, je crois. On le voyait sur leur visage. Est-ce une tribu inconnue, c'est-à-dire un groupe bien précis, avec sa culture propre, sa langue propre, etc. Il faut qu'on y retourne pour en être certain. Car le contact a été très bref, quelques heures. On ne peut donc pas affirmer avec certitude que ces papous étaient incontactés jusqu'alors. En tout cas, Patrice Franceschi refuse de dire où il les a rencontrés, de peur, dit-il, qu'on leur porte préjudice, dans une région où ces indigènes et leur culture sont menacés par l'avancée du monde moderne indonésien. Dans le Tour de France cycliste maintenant, ce sont les grimpeurs qui se partagent les étapes de montagne. Après un Colombien hier, c'est un Russe, Ougroumov, qui a gagné à Cluses aujourd'hui. Indurain reste maillot jaune, mais le peloton du Tour gronde. L'un des favoris, le Français Armand de las Cuevas, n'a pas pris le départ ce matin, il est malade, et cette QV 94 serait beaucoup trop dure. William Irigoyen. C'est vrai, ça reste entre nous, j'en ai plein mon cul sur ce tour-là. Comment, comment plein chaud. Comment, qu'est-ce que vous dites? J'en ai plein mon cul. Vous êtes fatigué sur ce tour? Ouais, personnellement je suis fatigué, mais bon, c'est vrai que je suis pas le seul, quoi. À 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, certains commencent à trouver le temps un peu long. Pas tous, certes, il y a toujours Virenque, Indurain, Pantani et Leblanc qui ne laissent rien transparaître. Leblanc, victime pourtant d'ennui mécanique, réussit aujourd'hui une belle remontée. En revanche, ce matin, abandon de las Cuevas pour des raisons de santé. Quand avez-vous pris la décision? Hier soir, ce matin? Je l'ai prise hier soir, parce que aujourd'hui c'est une étape très dure. Ça aurait été une étape de transition de plat. Peut-être que j'aurais tenté encore l'expérience en espérant de m'améliorer. Mais là, vu la journée d'aujourd'hui, c'était pas la peine, j'aurais été hors délai. Parce que hier j'étais sans force. Et faire du vélo avec de la fièvre et avec une bronchite, c'est pas possible à ce niveau. Pas de problème de santé en revanche pour Piotr Ougroumov qui enlève en solitaire cette 18e étape. Parti à 60 km de l'arrivée, le Russe accède ainsi à la 3e place du général. Miguel Indurain arrive 2e, juste devant Richard Virenque. Au classement général, pas de changement. Indurain compte 7 minutes 22 d'avance sur Virenque. Ougroumov revient donc à 8 minutes 55, tandis que Pantani et Leblanc perdent chacun une place. Voilà, et demain donc encore de la montée et en plus un contre-la-montre entre Cluses et Avoriaz. Notre regard quotidien à la loupe sur la France des vacances, la Tranche-sur-Mer, la station vendéenne où Pascal Doucet-Bon et Philippe Deslandes mènent une étude sociologique extrêmement poussée sur les juilletistes. Eh bien après la plage, après la fête, ce soir la nourriture.
Mais si, ils sont bons leurs beignets. Figurez-vous que nous avons eu du mal à en trouver des vendeurs de beignets. Depuis que les services d'hygiène se sont attaqués à la question, les vendeurs ambulants se font plus rares, à la tranche, comme ailleurs. Mais qu'importe, les beignets c'est toujours sucré, c'est toujours gras, mais c'est toujours bon. Sans manger, c'est pas bon alors. On sait faire ça. Alors moi j'en mange pas. Non. Ça fait rigole. Ah oui, rigole. En fait, ce qu'il y a de bien en vacances, c'est qu'on a mis l'occasion de regagner allègrement les kilos qu'on a eu tant de mal à perdre au printemps. La merguez, ketchup, mayonnaise frite, avec un bout de salade quand même, ça, c'est les vacances, en tout cas quand le budget est limité. Mais nous, à midi, on a préféré s'inviter aux tables des gastronomes du bord de plage pour mieux vous informer, bien sûr. Solange et Jean viennent de l'Oise chaque année et appartiennent à la catégorie connaisseurs. Analyse détaillée du menu. Exceptionnellement des huîtres et puis maintenant une brochette de bœuf avec des frites. Et du vrai bœuf. Il y a de la gueule. C'est pas du congelé, c'est pas du... C'est du bon, du vrai. Sont bonnes les frites? Merci. Ah ouais, c'est pas mal. Elles sont très bonnes. C'est pas du congelé. Ce soir, nous, on se contentera d'une salade, pas congelée. Grosse bise, et à demain. Avec encore un immense plaisir. Le dernier jour des collections, apothéose pour le défilé de Christian Lacroix, qui en convient lui-même, les dames qui achètent ces robes ne sont pas de celles qui cherchent à passer inaperçues. Nicole Cornu-Langlois et Frédéric Bonnet. Feu d'artifice. Le magicien Christian Lacroix a encore frappé. De la petite robe noire qui devient œuvre d'art, du 3/4 en cachemire qui cache l'audace d'une jupe en soie métallisée acier, jusqu'au poncho revisité façon soirée, le style Lacroix est au rendez-vous, fidèle et différent, épuré, baroque, structuré, flamboyant. Vous avez dit « rêvons un peu » ? J'en ai assez qu'on dise c'est un rêve, c'est une chose qui fait rêver, c'est une vitrine. Je crois que c'est une réalité, ce sont des ouvrières, ce sont des femmes qui achètent. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 7 ans, on s'était fait un peu une clientèle. En tout cas, il y a un certain style de femme qui vient chez nous. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elles sont souvent très différentes et très opposées. Il y a à la fois des dames tout à fait classiques, bourgeoises, qui viennent chercher quelque chose avec un tout petit peu d'esprit, mais qui soit très bien élevé. Et puis de l'autre côté, il y a des dames beaucoup plus exubérantes et qui viennent chercher vraiment quelque chose qui se voit et quelque chose qui hurle un peu. Et là, je suis heureux aussi. Le phénomène nouveau des 6 derniers mois, c'est la réapparition d'une clientèle européenne assez jeune. Et pour les nostalgiques, le retour du corset, qui met les bustes en valeur, rend la taille fragile et fait s'épanouir la mariée en taffetas, tulle et volant craquant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, avec de plus en plus de soleil et de plus en plus de chaleur, demain vendredi. Ensuite, le point route de Valérie Maurice. À 20h50, les trésors du monde. Patrick Chel et Nathalie Simon vous entraîneront ce soir vers la Turquie. À 22h35, un film de Yannick Bellon, Les enfants du désordre, avec Emmanuel Béard. Et puis le dernier journal présenté par Florence Duprat aux environs de minuit 5. Demain matin, dans les 4 vérités, dans Télématin, Geneviève Moll recevra Olivier Mongin, le directeur de la revue Esprit, pour débattre des peurs de l'an 2000. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. À demain 20h. Sport de Troyes avec le Crédit Lyonnais vous présente l'image du tour. L'image du jour, c'est celle de Piotr Ugrumov, deuxième de l'étape hier. Il pointait ce matin à la 6e place du classement général. Coup double aujourd'hui pour ce laiton de 33 ans. Victoire d'étape devant Miguel Indurain et Richard Virenque, mais surtout 3 minutes 25 sur l'Italien Pantani, à qui il enlève la 3e place. Au général, Miguel Indurain conserve son maillot jaune, suivi de Virenque, Ugrumov, Pantani et Leblanc.
séduire vos amis, rien n'est meilleur que la feta salakis. Au bon lait de brebis. Feta salakis, fromage. Au bon lait de brebis. Monday morning, 4th of July, 8th floor walk-up, Heaven's Corridor. Passionata. Passionata. Lingerie Passionata, les femmes adorent qu'on s'occupe d'elles. Cette fois, je t'aurai. Évite les pièges de couleur. Tu vas voir, je vais t'attraper. Attention, bleu sur bleu. Oh zut! D'où elle sort cette boule bleue? Il te reste 2 vies. Génial, attaque! Attention, jaune sur Je jaune. l'ai! Oh non! Oh bah je l'ai pas vu celle-là! Attention. Ouais, super Mike! Le système DIAR t'a encore battu. Quoi? Nouveau film Kodak Gold. Verrait-il les couleurs mieux que les autres? Veux-tu rejouer? Aujourd'hui sous la douche, avec le chat-douche, vous entrez dans une bulle de douceur. Une douceur pure, transparente. Hypoallergénique, le chat-douche respecte tout naturellement l'équilibre de votre peau. Le chat-douche, la transparence tout en douceur. Hey 13h45, le Lyonnais. Attention, il est dangereux. Hein. Un flic intègre face à la pègre. 15h15, Riptide. Enquête et filature sous les palmiers. Je crois que l'agence de détective Riptide a du pain sur la planche. C'est reparti. Ah, je suis drôlement content. 13h45, le Lyonnais. 15h15, Riptide. À partir de lundi, sur France 2. Ta peau est douce. Dans le cœur d'Émilie, l'amour fait son arc-en-ciel. Et tiède. Cœur, couleur fureur. Faites attention! Coulent les larmes. C'est pas normal de crier comme ça. S'il faut choisir, la mère ou l'enfant. T'as un caillou à la place du cœur? T'es pas une femme, Émilie. T'es rien qu'une tête. Une tête de maîtresse d'école. 2 épisodes couleur émotion, samedi dès 20h50 sur France 3. Plus de tâches difficiles du premier coup. Ça m'étonnerait. Maintenant, je suis prête à vous croire. Prouvez-le moi. Le nouveau Skip Power élimine plus de tâches difficiles du premier coup, même avec le cycle court. Skip Power est plus efficace sur la glace au chocolat, le vin, la tomate, le cassis, grâce à l'accélérateur. Et même avec le cycle court, ça a marché. Nouveau Skip Power avec l'accélérateur, plus de tâches difficiles du premier coup. Mes vieux, ils trouvaient que je dépensais tout mon pognon dans les disques de rock. Alors, ils m'ont baissé mon argent de poche. Niveau de la réaction. De toute façon, je m'en fous puisque maintenant je les ai moins chers, moi, les disques. Le rock à prix cool, c'est tous vos albums de rock préférés à un super prix. Retrouvez avec Fun Radio, Téléphone, Genesis, Iggy Pop, Lenny Kravitz, Jean-Louis Aubert, les Rita Mitsuko, Madness, La Mano Negra et j'en passe. C'est ça, le rock à prix cool. Ouais, j'arrive. La série Prix Cool Rock, c'est tous vos albums de rock préférés à un super prix. Vos dents sont sensibles au froid et au chaud? Le dentifrice Sensodine les protège en dressant une barrière efficace. Sensodine, la protection des dents sensibles. Le soleil vient de se lever, un copain est venu partager l'ami Ricoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il suffit une fois d'y goûter, après on est sûr de l'aimer. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Nous on peint tout bien. On peint Berlin Papa, on peint Ripolla. C'est bel et bien Ripolla. Je suis une grande fille avec mes poulottes. Waouh! Avec des culottes de grande. Les nouvelles culottes Pull-Ups de Huggies stoppent les fuites encore mieux. Avec les barrières anti-fuite de Pull-Ups, votre enfant est bien protégé. Pull-Ups, c'est vraiment idéal pour aider votre enfant à devenir propre. Maman, waouh! Je suis une grande fille.
À vous, la SNCF. Il y a du nouveau sur les prix Vermeil, Kiwi et Carissimo. Paris-Annecy en TGV à 158 francs. Désormais, c'est tous les jours, même le week-end. À bientôt. Un vernis à ongles qui défie le temps? Voici Ultra Tenue, le nouveau vernis double durée de Gemay. Une formule révolutionnaire, 98% plus résistante grâce au vernis fixe. Les jours passent, sa résistance au choc reste unique, sa brillance à toute épreuve. Un vernis à ongles 2 fois plus résistant, 2 fois plus brillant. Ultra Tenue défie le temps. Vernis Ultra Tenue, l'innovation double durée signée Gemay. Madame, Monsieur, bonsoir. Le temps calme et ensoleillé va se maintenir jusqu'à demain, mais à partir de demain soir, il faut s'attendre à une nouvelle dégradation orageuse. Dans la journée de samedi, ces orages vont se décaler du sud-ouest vers le nord-est de la France, où ils pourraient être encore assez violents. Regardez l'image satellite, nous bénéficions actuellement de conditions anticycloniques installées sur la France. La dépression s'est décalée vers le golfe de Gênes, entraînant avec elle les nuages, les orages. Quant à cette autre perturbation atlantique associée à cette dépression au sud de l'Islande, elle va traverser la France à partir de samedi, mais elle ne sera pas très active. Le problème, c'est qu'à l'avant, elle va entraîner des remontées d'air chaud et instable à l'origine de cette dégradation orageuse. Vous voyez, aujourd'hui, le ciel était bien dégagé, excepté sur l'extrême sud-est, excepté en Corse, où vous le savez, il y a eu encore de violents orages avec 55 mm de pluie ce matin sur Bastia. Alors demain, à la mi-journée, du soleil sur la plupart des régions, un ciel un petit peu plus voilé avec quelques nuages élevés sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes, peut-être une ondée en cours d'après-midi sur le nord et la Picardie, mais dans l'ensemble, vous le voyez, le ciel sera parfaitement bien dégagé. Les températures commencent à remonter. Au lever du jour, elles varieront entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord et de 15 à 20 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, le mercure affichera 22 à 31 degrés au nord et 27 à 33 degrés sur la moitié sud. Ce sont des températures supérieures de 2 à 3 degrés aux normales saisonnières. Alors la météo des plages maintenant, avec en Manche, vous le voyez, drapeau vert, un vent de secteur nord-nord-est, 18 à 20 degrés dans l'eau. Sur l'Atlantique, 22 degrés dans l'eau, mer Belle à peu agitée. Enfin, l'eau chauffe en Méditerranée, 24 à 26 degrés, mer Belle, drapeau vert. Alors, la tendance pour ce week-end maintenant, avec, je vous l'ai dit, des orages qui vont se manifester du sud-ouest vers le nord-est du pays dans la journée de samedi. Je vous le répète, localement, ces orages pourraient être assez violents sur le nord-est. À l'arrière, un temps qui restera très gris. Le littoral méditerranéen sera épargné par ces orages et les températures seront à la hausse. Enfin, pour dimanche, retour de conditions anticycloniques sur l'ensemble du pays. Encore quelques résidus nuageux sur la façade est, près des frontières du nord-est et sur les côtes de la Manche. Les températures seront stationnaires. Voici l'éphéméride. Nous serons demain le vendredi 22 juillet. Nous fêterons la Sainte Magda, la Sainte Marie-Madeleine aussi. Le soleil va se lever à 6h12 pour se coucher à 21h41. Excellente soirée sur France 2. Demain matin, 7h-5, vous avez rendez-vous avec Laurent Romeshko. Merci, bonsoir, à demain soir. Darty, le contrat de confiance. Mon savon 2 en 1, c'est à la fois un gel douche et un lait hydratant longue durée. Plus crémeux que d'autres gels douche, il nettoie la peau et la protège de... Répondre à des offres d'emploi qui ne sont pas remises à jour revient à peu près à ça. 3615 Jobtel, des offres d'emploi contrôlées et mises à jour chaque jour. Jobtel, une garantie de sérieux. Quand on voit ces petits riens qui nous gâchent l'existence, quand on voit la fragilité du monde qui nous entoure, on se dit que Compaq a bien fait de concevoir des micro-ordinateurs particulièrement solides. Compaq, à suivre.
Box, championnat d'Europe des super welter en direct de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Le Français Ludovic Proto affronte le tenant du titre, Javier Castilleros. Un choc de puncher. Castilleros, le taureau des rings, contre Proto, le félin. Un combat commenté par Pierre Fula et Francis Marotto, samedi à 22h40 sur France 2, le plus grand terrain de sport. Bientôt, Robin qui connaît la banque. Tout de suite, après le journal de la nuit, l'Allemagne, comme vous ne l'avez jamais vu, dans Heimat. Madame, Monsieur, bonsoir. Il pourrait s'agir de la plus grande épidémie des temps modernes. Nous ne pourrons que minimiser les dégâts, c'est le cri d'alarme du président de Médecins sans frontières face à la terrible malédiction qui s'abat sur le Rwanda. Après les massacres, l'exode, la peur, la faim et la soif, les réfugiés sont menacés par le choléra. Une épidémie foudroyante face à laquelle les organisations humanitaires font un constat d'impuissance. Le reportage sur place à Goma, à la frontière zaïroise, de Patricia Coste et de Philippe Jasselin. Le choléra. L'épidémie a explosé aujourd'hui dans les camps des réfugiés rwandais. Des centaines de mourants ont été amenés ici à proximité des tentes de Médecins sans frontières. Diarrhée, vomissement, il confirme. Choléra. La majorité des assistants sont zaïrois ou rwandais. Il n'y a que 2 médecins de MSF et 3 infirmières désespérées. Pourquoi vous dites qu'il n'y a rien à faire? Parce qu'on est submergé et qu'il y a beaucoup trop de cas, il y a beaucoup trop de monde qui afflue encore, qu'il y a déjà, sur le chemin, quand on est venu ce matin, il y avait déjà 800 corps qu'on a découverts comme ça sur le bord de la route. Quand on est arrivé ici, il y avait encore une centaine de corps. Qu'on repasse pour l'instant pour reprendre encore tous les corps qui sont décédés, il y en aura encore une centaine, et que de toute façon, réhydrater les gens avec le personnel qu'on ne connaît pas, qu'on a engagé comme ça, avec 2-3 expats, on est dépassé complètement. Les expats, c'est les expatriés. Vous êtes combien de médecins sans frontières? Pour l'instant, on est 3 médecins ici, 2 médecins et 3 infirmières, je pense, expats. C'est tout. C'est totalement insuffisant. Devant l'ampleur, ouais, c'est tout à fait. Qu'on soit là ou pas là, je crois que l'impact, il est très faible. Mais vous arrivez quand même à sauver certaines personnes? Sauver, j'espère quand même. Mais de toute façon, demain, quand on va revenir, il y aura encore 2 fois plus de morts, c'est sûr. Et c'est le début, en fait, ça c'est le début. Le début de l'épidémie? Oui, c'est le début. Ça peut aller très très vite? Ça va très vite, l'incubation pour le choléra c'est de 3 jours, l'immunité est très faible et de toute façon, comme il n'y a de toute façon pas maintenant de supplément d'eau potable correct, pour l'instant ils continuent à prendre de l'eau au lac Kivu, ils continuent à prendre de l'eau sur le chemin et toute cette eau est souillée, donc de toute façon ça ne change absolument rien. Les perfusions de glucose, c'est un des membres de la famille du malade qui les applique, faute de personnel. Travail mal fait, insuffisant, il faudrait plusieurs sachets de suite, ils ne le savent pas forcément, personne ne les surveille. Mal soignés, ils meurent en quelques heures. Traités, ils pourraient ressusciter aussi vite. Ils arrivent près de ce centre, un des rares en place, par autobus entier, de tous les environs. Et les Zaïrois sont eux aussi touchés. C'est une catastrophe? Mais vraiment, les gens meurent là-bas, au village. Le problème de l'évacuation des cadavres reste entier. Manque de camions, d'équipements pour protéger les bénévoles qui accusent. Ça, ce n'est pas l'OINI, c'est de l'OINI quand même. En tant que l'OINI veut dire la grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire la grande puissance au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous remarquez ça? Une question se pose, pourquoi le HCR, qui dépend des Nations Unies, a-t-il tant tardé pour intervenir? Par ailleurs, les organisations non gouvernementales se mobilisent pour tenter d'endiguer tant bien que mal l'épidémie et sauver le maximum de vies. MSF lance un véritable appel à l'aide. L'organisation recherche des médecins disponibles pour 3 mois. Bien sûr, les dons sont les bienvenus. Pour savoir où les adresser, vous pouvez appeler un numéro de téléphone, le 40 21 28 28, 40 21 28 28. Et j'ajoute que le président Bill Clinton a annoncé qu'il allait débloquer une aide supplémentaire de 41 millions de dollars pour les réfugiés du Rwanda. Alexandre Solzhenitsyn, le plus célèbre dissident soviétique, est rentré chez lui ce soir. Il a rejoint son nouvel appartement à Moscou en compagnie de sa femme. De nombreux voisins, vous le voyez, étaient venus l'accueillir.
20 ans d'exil et toujours l'esprit aussi libre. Dès son arrivée à Moscou, il a vivement critiqué le régime de Boris Yeltsin. Dominique Derda et Georges Ansen ont suivi l'auteur de l'archipel du Goulag dans son périple à travers la Russie profonde. Alexandre Solzhenitsyn est un hôte de marque que l'on reçoit avec faste. Yaroslav sur les bords de la Volga, le dernier acte d'un périple de 2 mois à travers la Russie et avant son arrivée ce soir à Moscou. Les cheminots le saluent avec déférence, car c'est en train que Solzhenitsyn a choisi de parcourir le pays depuis Vladivostok. Certes en wagon spécial et en première classe, mais quand même. Lui qui est venu pour écouter, on le presse de questions, on lui demande un avis, un conseil, comme s'il pouvait faire des miracles. Ce n'est pas tous les jours que vient à Yaroslav un prix Nobel de littérature. Et Solzhenitsyn écrit, il noircit des pages et des pages des propos recueillis. Pourquoi nos retraites sont-elles aussi misérables ? Pourquoi ne pas construire des monuments aux victimes de la répression? Et il répond, tout au long de ce voyage, j'ai vu de tous côtés tant de gens dans le besoin, tant de gens dans le malheur, tous ceux qui souffrent du manque d'argent et de moyens. Alors non, je crois que le plus urgent aujourd'hui, ce n'est pas d'ériger des monuments. En restant en dehors de la politique, au-dessus de la politique, dit son fils Ignat, on peut voir les choses telles qu'elles sont, on ne dépend de personne. On ressent les choses plus directement, et en ce qui concerne mon père, c'est ainsi qu'il perçoit la vérité. Alexandre Solzhenitsyn ne fera donc pas de politique, mais il entend bien agir, user de son influence, de sa notoriété, devenir, pourquoi pas, le porte-parole de tous ces anonymes rencontrés en chemin. L'armée israélienne a décidé de rouvrir vendredi matin la bande de Gaza. Elle avait été fermée, je vous le rappelle, à la suite de violents accrochages qui s'étaient produits dimanche entre l'armée israélienne et les policiers palestiniens au point de contrôle d'Eretz, affrontement qui avait fait 2 morts et 90 blessés. Dans la bataille navale qui oppose la France à l'Espagne, le score est de 1 partout. À Lorient, c'est un chalutier espagnol, le Francisco y Begoña, qui a été intercepté par les autorités maritimes françaises. Son armateur, condamné pour irrégularité, doit payer 100 000 francs d'amende tout de suite pour quitter le port. Quant à notre tonnier, la Gabrielle, ses péripéties continuent. Le bateau n'a pas pu être rendu comme prévu jeudi aux autorités maritimes françaises. Une voie d'eau s'est en fait jour. La Gabrielle a donc dû rebrousser chemin et se trouve actuellement dans le port de Cellero, en Galice, pour être réparée. Au cœur du conflit qui oppose les marins français et espagnols sur le thon, les méthodes de pêche et bien sûr les fameux filets dérivants, un point sur lequel la Commission européenne va devoir statuer rapidement. L'enquête de Jean-Yves Perrin. Les voilà, ces fameux filets de la discorde, ceux qu'on appelle filets maillants dérivants. Les Français les utilisent depuis 1987 pour pêcher le thon blanc. Jusqu'à l'an dernier, ces filets pouvaient mesurer plusieurs kilomètres. Mais depuis cette année, le règlement européen est strict, pas plus de 2,5 km de long, interdiction formelle de mettre plusieurs filets bout à bout. Principal reproche de leurs opposants, écologistes en tête, ces filets ne sont pas assez sélectifs et prennent aussi des dauphins qui meurent noyés dans ce que les pêcheurs espagnols appellent les murs de la mort. Les Espagnols, eux, pêchent toujours à l'ancienne, avec des lignes à la traîne et même des cannes et des appâts vivants. Une méthode traditionnelle beaucoup moins productive que le filet maillant. Avec 10 fois plus de bateaux, 20 fois plus de marins, la flotte espagnole pêche seulement 4 fois plus de thon que la française. Tout oppose donc ces deux techniques et la Commission européenne aimerait bien supprimer l'utilisation des filets maillants à partir de 1998. Les filets maillants dérivants sont dangereux à la fois pour des espèces que l'on ne veut pas capturer, telles que les dauphins ou les tortues, et d'autre part, ils appauvrissent rapidement les ressources qui sont déjà limitées. Ce que nous envisageons dans notre proposition, c'est la reconversion de la flotte française. Si effectivement il y a certains navires français qui sont équipés de moyens supérieurs à ceux qui sont permis actuellement, nous envisageons que nous puissions reconvertir ces bateaux. Pour les reconvertir, nous sommes prêts à consentir des aides communautaires. Mais la Commission propose et les États décident. Pas sûr que le gouvernement français laisse passer cette suppression. Elle aurait des conséquences économiques et sociales trop importantes pour certains ports tonniers, ceux de l'Île-Dieu par exemple.
Attention si vous avez programmé un week-end ou des vacances dans le sud-est de la France. Les contrôleurs aériens d'Aix-en-Provence sont en grève à partir de vendredi et jusqu'à dimanche pour protester contre les méthodes de travail et la modulation des horaires. 5 centres contrôlent le trafic aérien en France, un seul est en grève, celui d'Aix donc. Patrice Velay et Yann Jiquel ont voulu en savoir plus sur le travail méconnu de ces contrôleurs. Aiguilleurs du ciel, leur nom résume leur métier. Sans eux, les avions seraient aveugles et livrés à eux-mêmes. Un contrôle permanent. Sur les écrans radars, chaque avion est identifié, ses paramètres de vol affichés. Qu'il se dirige vers l'Italie ou atterrisse à Nice, il ne doit pas échapper aux aiguilleurs. Il faut donc que nous les ayons en permanence, en contact radio et en contact radar, de façon à leur assigner des trajectoires, des niveaux de vol, des altitudes, de manière à ce que jamais ils ne risquent d'entrer en collision. Le ciel est assez peuplé, assez dense, surtout en cette saison. Il faut que nous veillions à la sécurité des avions. C'est là notre rôle fondamental. À Aix-en-Provence travaillent 218 contrôleurs. Leur zone d'intervention, le Grand Sud-Est, de Perpignan à Nice, de Lyon à Clermont-Ferrand. 620 000 avions en 1993 ont trouvé ici les informations indispensables à leur vol. Le point sur la bourse, New York ne bouge quasiment pas ce soir, plus 5,18 pour le Dow Jones à 3732,45. À Paris, le CAC 40 s'est repris en fin de journée et termine sur une hausse de 0,49%. La mode et les collections automne-hiver 95, Marie-Josée Le Picard a eu un coup de cœur pour le style sobre, parfois un peu strict, de Philippe Venet. L'extrême simplicité de la présentation Philippe Venet et de ses modèles ne peuvent tromper personne. Le grand couturier est un grand maître. Pas besoin de mannequin vedette pour faire remarquer la belle coupe des manteaux, la ligne allongée des vestes. Pas de bijoux fantaisie, mais les clientes ont leurs propres bijoux, des vrais, et veulent les montrer. Par contre, la hardiesse des grands chapeaux équilibre des silhouettes minces perchées sur de hauts talons. Les lainages unis mettent en valeur la silhouette, mettent l'accent sur les longues pinces surpiquées. Pour le soir, des robes sans couture, des mousselines satin qui s'enroulent autour du corps, bougeant avec le courant d'air de la démarche. Des robes de charme, drapées de séduction, qui contrastent avec la sévérité coupée, cousue, d'une robe de mariée voilée jusqu'aux pieds. Et si vous voulez en savoir plus sur les tendances mode de cet hiver, l'officiel y consacre un numéro spécial. En vedette, les vestes longues, les manteaux mini, les petits pulls ajustés et les jupes courtes. C'est le retour des années 70 avec les cuissardes aussi. Pour le Russe Gromov, qui a remporté haut la main cette 18e étape du Tour de France, il n'y avait pas de quoi en faire une montagne. Ce n'est pas l'avis de tous les coureurs. Le Français Armand de las Cuevas, qui souffre d'une bronchite, a déclaré forfait. Et pour beaucoup, l'édition 94 s'avère trop difficile. William Irigoyen. À 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, certains commencent à trouver le temps un peu long. Pas tous, certes, il y a toujours Virenque, Indurain, Pantani et Leblanc qui ne laissent rien transparaître. Leblanc, victime pourtant d'ennui mécanique, réussit aujourd'hui une belle remontée. En revanche, ce matin, abandon de las Cuevas pour des raisons de santé. Ça aurait été une étape de transition de plat. Peut-être que j'aurais tenté encore l'expérience en espérant de m'améliorer. Mais là, vu la journée d'aujourd'hui, c'était pas la peine, j'aurais été hors délai. Parce que hier, j'étais sans force. Et faire du vélo avec de la fièvre et avec une bronchite, c'est pas possible à ce niveau. Pas de problème de santé en revanche pour Piotr Gromov qui enlève en solitaire cette 18e étape. Parti à 60 km de l'arrivée, le Russe accède ainsi à la 3e place du général. Miguel Indurain arrive 2e, juste devant Richard Virenque. Au classement général, pas de changement. Indurain compte 7 minutes 22 d'avance sur Virenque, où Gromov revient donc à 8 minutes 55, tandis que Pantani et Leblanc perdent chacun une place.
Et s'ils avaient fait une halte à Marignane, les coureurs du Tour auraient pu assister au spectacle Destination Danse. Roland Petit, qui a créé Notre-Dame de Paris en 1965, met de nouveau en scène ce ballet dans un cadre naturel, une ancienne carrière. Reportage, Patrice Velay, Yann Jiquel. Le retour de Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. À Marignane, 70 danseurs se donnent pour danser Victor Hugo, sous l'œil attentif et intransigeant du maître Roland Petit. Patrick Dupont est le Quasimodo de Notre-Dame. Un rôle de composition qui lui tenait à cœur, un tournant aussi dans sa carrière. Je ne suis pas là pour faire des arabesques et des pirouettes, je suis là pour interpréter un personnage, pour être quelqu'un d'autre et pour rendre une histoire et surtout un chef-d'œuvre, un ballet qui est un vrai chef-d'œuvre, pour le rendre vrai, le rendre vivant. Voici Esmeralda, l'étoile de Notre-Dame, une jeune espagnole, Lucia Lacara. À peine arrivée dans le ballet de Roland Petit, elle tient le premier rôle et lui ne tarit pas d'éloges. Elle a, à 18 ans, la technique, la beauté, l'intériorité et la simplicité. C'est une fille naturelle, toute simple, charmante et intelligente. C'est important. Notre-Dame de Paris, une œuvre éternelle créée en 65 par Roland Petit, elle conserve dans cette carrière à ciel ouvert toutes ses qualités, celles d'un ballet sentimental et baroque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet. Je vous retrouve demain. Très bonne nuit à tous et à demain. Excellente nuit à toutes et à tous. Ce vendredi sera toujours très calme, très ensoleillé, mais à partir de samedi, il faut s'attendre à une nouvelle dégradation orageuse. Des orages qui vont se décaler du sud-ouest vers le nord-est du pays, le nord-est où ils pourraient être assez violents. Regardez la carte du temps prévue pour la mi-journée de ce vendredi, avec, je vous l'ai dit, un ciel parfaitement bien dégagé, peut-être quelques brumes au lever du jour, notamment sur le nord-est, ces brumes devraient rapidement se désagréger. Nous aurons quelques nuages élevés sur les côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes, peut-être quelques ondées sur l'extrême nord de la France, le nord et la...